Nous sommes le 29 novembre 1943. Dans la queue du B-17 Rikki-Tikki-Tavi se trouve Eugene Gene Moran, mitrailleur de queue. Plus de 300 avions s'élancent pour bombarder la ville de Bremen, une cible stratégique mais lourdement défendue. À seulement 10 minutes de la cible, chaque membre de l'équipage scrute nerveusement le ciel, lorsque l'appel attendu mais redouté résonne dans l'intercom. Bandit, 12 heures haut. Les chasseurs allemands, des Messerschmitt Bf 110, attaquent la formation en utilisant une arme nouvelle et terrifiante, les roquettes Werfer Granat de 21 cm. Les projectiles filent à travers le ciel, semant chaos et destruction dans les rangs des Flying Fortress. Aux commandes du Rikki-Tikki-Tavi, le jeune pilote de 21 ans, le lieutenant Linwood Langley, échappe de justesse à une roquette qui frôle le cockpit. Pendant quelques instants, le ciel devient un enfer de tirs croisés, d'explosions et d'appels paniqués. Dans la tourelle de queue, Gene Moran se prépare à défendre l'avion. Les Bf 110 continuent leurs attaques, suivis bientôt par les redoutables chasseurs FW 190, surnommés Butcherbirds. La formation de B-17 subit des rafales de tirs et les éclats meurtriers de la DCA allemande. Gene, armé de ses mitrailleuses de calibre 50, fait tout pour repousser les vagues d'ennemis, abattant plusieurs appareils. Mais malgré les efforts de l'équipage, le Rikki-Tikki-Tavi commence à s'éloigner de la formation principale, une situation critique où l'avion isolé devient une proie facile pour les chasseurs ennemis. Le silence dans le cockpit s'installe, et un par un, les membres d'équipage tombent sous les tirs allemands. C'est alors que la catastrophe ultime frappe. Sous un feu nourri, la queue du B-17 se détache brutalement du reste de l'appareil. Gene se retrouve seul dans la section arrière, prisonnier d'une chute incontrôlable. Gravement blessé, les bras fracturés et les côtes brisées, il lutte pour rester conscient alors que la queue en vrille descend à une vitesse vertigineuse. Malgré des forces qui écraseraient n'importe quel homme, Gene survit miraculeusement à l'impact lorsque la queue s'écrase dans une forêt. Ses blessures sont graves, son crâne est fendu, ses dents déchaussées et son corps meurtri. Pourtant, il parvient à ramper hors des débris, poussant son corps au-delà de ses limites. Dans la forêt, des travailleurs français et des soldats allemands le découvrent et le transportent dans un camp. Là, un médecin serbe sauve sa vie en posant une plaque métallique sur son crâne. Malgré des souffrances physiques et psychologiques intenses, Gene parvient à survivre. Après des mois en captivité, il est libéré à la fin de la guerre, tout comme Jesse Horizon, le seul autre survivant du Rikki-Tikki-Tavi. Mais Gene restera marqué à vie par cette journée, hanté par des cauchemars et des souvenirs douloureux. C'est le 13 décembre 1943 dans le ciel au-dessus de la Sam et le sous-lieutenant Philippe R. Adair grimpe rapidement après avoir reçu l'ordre de décoller. Il repère ce qui semble être 4 avions ennemis et s'approche de près dans son bien-aimé Lulubelle. C'est le début d'un engagement incroyable où Adair fera face à des chances insurmontables. En s'approchant, il réalise qu'il ne s'agit pas de 4 avions, mais de 4 escadrilles composées chacune de 6 bombardiers, soit un total de 24 bombardiers ennemis. 6 derniers sont escortés par des chasseurs au-dessus et au-dessous d'eux, portant le total à plus de 60 avions japonais. Adair comprend que leur cible est la base américaine et les hôpitaux situés à proximité. Les autres P-40 des Burma Banshees sont encore au sol et il est seul pour défendre la base. Adair sait que la probabilité de survie est faible, mais il ne recule pas. Poussant les gaz à fond sur son Curtiss P-40, il décide de s'attaquer aux bombardiers, la menace principale. S'il parvient à perturber leur formation, il pourra peut-être ralentir l'attaque ennemie. Il se positionne pour attaquer depuis le flanc supérieur gauche, espérant utiliser l'effet de surprise. Il plonge à travers les nuages et ouvre le feu à distance maximale. 16 balles traversent l'aile d'un bombardier qui commence à perdre de l'altitude. Mais les Japonais réagissent rapidement. Les chasseurs ennemis se détachent pour engager Adair, tandis que les mitrailleuses des bombardiers le prennent pour cible. Adair esquive habilement les tirs tout en continuant à attaquer. Il réussit à abattre un second bombardier, puis endommage un troisième avant de devoir plonger pour éviter une salve de tirs. Les chasseurs japonais se lancent à sa poursuite. Adair utilise les caractéristiques de son P-40 pour manœuvrer à basse altitude où il sait qu'il peut mieux gérer l'affrontement.
Les balles ennemies touchent son appareil, mais il garde le contrôle. Il parvient à abattre un chasseur ennemi dans un virage serré. Cependant, son avion est gravement endommagé et ses munitions s'épuisent rapidement. Malgré les dommages, Adair continue de harceler les bombardiers, perturbant leur formation. 6 actions permettent aux autres pilotes des Burma Banshees de décoller et d'entrer dans le combat. Les renforts américains attaquent les bombardiers et leurs chasseurs, forçant les Japonais à battre en retraite. Grâce à son courage, l'attaque ennemie est stoppée avant qu'elle n'atteigne la base. Adair, dont le P-40 est criblé de balles et presque incontrôlable, parvient à retourner à la base. Il pose son appareil en urgence sur le terrain d'aviation, où ses camarades l'accueillent en héros. Ce jour-là, son action solitaire a sauvé des vies et empêché une catastrophe. Le nom de Philip R. Adair restera gravé dans l'histoire